Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous, chers amis de la culture, j'allais dire, mais vous êtes directeur et directrice du lieu culturel, donc on peut dire amis de la culture. Et cette fois, ça y est, après les écoles primaires, les écoles secondaires, l'université, c'est au tour des écoles d'art de faire leur rentrée scolaire, enseignement supérieur, écoles privées, conservatoires, académies et j'en passe. Ce ne sont pas les offres qui manquent d'ailleurs pour devenir, entre guillemets, un artiste, mais une question se pose tout de même, enfin en tout cas je la pose, faut-il vraiment passer par une école d'art pour devenir artiste, pour faire de l'art? Pas forcément, même si pas mal d'artistes, c'est vrai, y sont passés, et que d'ailleurs parmi eux beaucoup y enseignent, mais de manière plus large, est-ce que finalement, à quoi servent ces écoles et quel pourcentage aussi d'élèves deviennent réellement des artistes professionnels? Et puis, quelle est la définition d'un artiste, d'une artiste, et comment évolue-t-elle cette définition dans un monde de plus en plus technologique, c'est vrai, et marchand aussi, il faut le dire. Ces écoles doivent-elles davantage s'adapter à la demande ou se contenter de rester en surplomb, je n'ai pas dit sur un nuage, mais en surplomb dans un espace de création et de débat esthétique? On va parler de tout ça avec nos chers invités. Manon Ledune, tout d'abord. Bonsoir Manon. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Ça n'a pas été facile d'ailleurs parce que vous êtes il y a eu beaucoup d'examens d'entrée, etc. Oui. Vous êtes directrice de l'INSAS. Ça, c'est fait, les examens d'entrée. Donc, les 91 personnes sont rentrées cette année. D'accord. 91 personnes, donc en première. Et en cours de master. D'accord. Dans le nouveau bâtiment déjà? Oui, en partie aussi. On va en parler de ce nouveau bâtiment parce que ça vous occupe depuis longtemps. Septembre, Tiberghien est avec nous. Bonsoir Septembre. Bonsoir. Alors chez vous, on est plutôt du côté de l'art plastique, au sens large du terme évidemment. Les arts visuels et de l'espace. Oui, donc très large du terme, alors carrément, c'est l'ESA Saint-Luc Bruxelles, ça s'est bien passé la rentrée? Oui, tout à fait. Il y a aussi des examens d'entrée, des tests? Oui, il y a des épreuves d'admission sur 2 semaines chez nous. C'est d'office, ça, les épreuves d'admission, c'est obligé dans les... Dans l'enseignement supérieur artistique, oui. D'accord, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc on fait un premier tri, entre guillemets, enfin ce mot est horrible, mais c'est ça en fait. Oui, nous on parle plutôt d'épreuves d'orientation parce qu'on cherche surtout à savoir si les candidates sont bien orientés. Ils sont vraiment faits pour ça. Ils sont vraiment faits pour le métier qu'ils souhaitent. Ok. Thierry Camart est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Autre ambiance, vous c'est l'Académie de musique de Watermal-Boisfort, la rentrée a eu lieu aussi j'imagine? Oui, tout à fait. Et les inscriptions sont clôturées maintenant depuis hier, donc... on a une belle rentrée, on avoisine les 1000 élèves. Ah ouais? Oui, dans les 3 domaines confondus, c'est-à-dire musique, danse et art de la parole. Donc là, on se dispatche un peu à Watermal-Boisfort dans une école, c'est ça? Oui, on est donc dans l'école du Carenberg et on partage nos locaux avec l'école du jour. D'accord. En face de vous, je sais pas, là vous ne partagez pas, vous avez l'école en entier. Moi tout seul. C'est juste pour vous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'école Agnès Varda. Oui. J'adore Agnès Varda. Oui. Elle a accepté facilement. C'était en 2018. 2018 qu'elle elle a accepté. Vous aviez changé de nom à l'époque, c'est ça? Ouais. Elle a donné son nom parce qu'elle trouvait que nos valeurs d'enseignement correspondaient à ce qu'elle avait fait toute sa vie, c'est-à-dire d'aider et de permettre aux gens de changer de carrière ou d'avoir une passion en dehors de leur métier actuel. Et elle était un peu bruxelloise, Agnès Varda. Elle est née à Bruxelles, à Ixelles. À Ixelles, le nom des étangs. Puis elle est partie en France. Ouais. Personne n'est parfait. Colette est avec nous. Bonsoir Colette. Bonsoir. Colette Koenraats, oui. Directrice d'une école privée de danse. Alors ça commence très tôt, vous m'avez dit 2 ans et demi, 3 ans? Non, il ne faut pas exagérer. 3 ans et demi, c'est déjà très petit pour des tout petits qui ont envie, surtout, de s'initier à la danse avec des cours adaptés à leur âge, évidemment. Mais après, on commence la technique plus vers 6 ans. D'accord. Et c'est l'école Coréard à Uccle, chaussée d'Alzenberg. Il y a beaucoup d'inscriptions aussi cette année? Oui, nous atteignons 1200 élèves, répartis entre des enfants, des ados et des adultes. Donc à peu près 800 enfants ados et 400 adultes. Donc il y a du monde. Je vois votre voisin qui vous regarde avec des yeux en se disant « Oh là là, il faut gérer tout ça ». Oui, c'est une fameuse gestion, une fameuse organisation. C'est de la gestion des directeurs ou directrices d'école d'art. On va en parler. Avant ça, quelques images peut-être de danse, puisqu'on en parle pour avec plaisir. Détendre un petit peu l'atmosphère et puis on rentrera dans le vif du sujet. Ce sont des images, je crois, de 2021-2022. On était après le Covid. Après le Covid. Soufflé. Et c'était un spectacle que vous aviez présenté. Regardez.
Alors, les examens d'entrée ont eu lieu, des tests divers. Vous disiez que c'était important quand même pour faire, pas le tri, je vais ravaler ce mot, mais c'est la même chose chez vous, parce qu'une école de cinéma, une école de théâtre, d'expression, ça fait un peu rêver quand même. Donc il y a beaucoup de demandes. Cette année, on est à presque 1100 demandeurs, 1100 personnes qui s'inscrivent pour passer les épreuves d'admission, et finalement un peu plus de 90 qui rentrent. Donc attendez, sur 100 personnes, donc il y en a 10 qui ont été... 1 sur 10, oui. Ça dépend des options aussi. Il y a des options effectivement qui appellent peut-être un peu plus de fantasmes, comme la réalisation, la mise en scène. Ouais. Là, on a du type court, du type long. Je pensais 1 sur 10, je pensais que vous alliez dire plus. J'ai l'impression que c'était plus avant, non ? En moyenne, c'est 1 sur 10. En théâtre, il y a 250 inscrits pour à peu près, je vous dis pas de bêtises, 22, 23 inscrits, 23 personnes qui rentrent. Ah oui, d'accord. Donc ça dépend. Est-ce que la demande est forte chez vous aussi ? Oui, elle est énorme. J'imagine. Il y a des cours comme le piano, la guitare, la percussion, le violon, sont des cours qui sont très demandés. Pourquoi cela ? Pardon ? Pourquoi cela spécialement ? Ce sont des C'est modes c'est culturel, je pense qu'en Belgique, les gens cherchent un peu ce genre d'instrument. Et comme on est dans une enveloppe fermée, quand les cours sont remplis, malheureusement, on doit mettre les élèves sur des listes d'attente et parfois ils doivent attendre 1 an ou 2, voire 3, dans certaines disciplines. Ouais. Marc, vous, on est en formation... enseignement pour adultes. Enseignement pour... On appelait promotion sociale. Promotion sociale. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune... Parce que là, au niveau secondaire, qu'est-ce qui fait qu'un jeune choisit un métier ou une activité artistique, selon vous ? Alors, quand vous dites jeunes, ils ont tous au moins 18 ans, parce que c'est de l'enseignement pour adultes. On est encore jeune à 18 ans. Oui, rassurez-moi. Il y a des 18, mais on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Mais c'est simplement, je pense que ça répond aussi à une demande. Alors que c'est pour les photographes comme les vidéastes, c'est aussi des métiers qui ont de nouveau un fort attrait. On voit tous les réseaux sociaux, tout ce qui est gestion de la vidéo et autres. Et donc, l'image, ça fascine ça fort, les percute. Et depuis le Covid, moi, je pense aussi que le retour à pouvoir toucher la matière aux photos, on fait des tirages argentiques, ça a vraiment une explosion. Ils ont besoin de retrouver la matière, de pouvoir gérer eux-mêmes le média. Je vois Septembre qui acquiesce chez vous aussi, j'imagine. Parce que là, on est dans la matière, on est dans les tubes, quoi, si je puis dire. Alors, on n'est pas tout à fait beaux-arts. Donc, c'est une école où il y a, pour les arts visuels, la bande dessinée, l'illustration, les arts numériques, le graphisme, la publicité aussi. Et puis, pour les arts de l'espace, l'architecture d'intérieur, la création d'intérieur, le dessin, technologie d'architecture. Donc, on est plutôt dans des formations qu'on aurait qualifiées à l'époque d'art appliqué, en fait. Et pour certaines qui sont très professionnalisantes aussi, parce qu'on a, comme Manon le disait, du type court et du type long. Ouais, c'est-à-dire, donc il y a un bachelier, c'est ça, chez vous, toutes les deux. Diplôme 180 crédits, donc en 3 ans. D'accord. Est-ce que le bachelier, on peut sortir avec un bachelier, on peut chercher un emploi ? En images, montage, script, son, oui, tout à fait. Ils ne font pas nécessairement, il y a une possibilité de faire une passerelle, ça dépend d'une promotion à l'autre et d'un individu à l'autre, ils ne le font pas. D'accord. Et chez vous aussi, on a son bachelier de Saint-Luc, on postule pour être quoi ? Pour être prof pour être... On peut faire plein de choses. Dites-moi justement. Les voies, les débouchés sont larges en fait, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi pour travailler dans le milieu culturel plus généralement. Parce qu'une question qui est un peu provocatrice, mais se dire, quand on est artiste, notamment dans les arts plastiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une école ? Alors, il y a des gens qui sont tout à fait autodidactes et qui n'ont pas besoin, mais je pense quand même qu'on forme, au-delà d'amener de la technicité, en fait, on forme aussi des citoyens, citoyennes qui vont être engagés dans la société, qui vont développer un esprit critique. Dans quel type de cours, ça ? En fait, il y a des cours généraux donc, qui viennent aussi renforcer la dynamique d'atelier, puisque la pédagogie chez nous, c'est une pédagogie par projet. Donc les étudiants, en fait, le cœur de leur projet d'études, c'est un projet artistique, mais qui vient être renforcé par des cours techniques, des cours généraux, donc, de philosophie, de sociologie, d'histoire de l'art. Pareil chez vous ? Oui, il y a des cours d'éthique, des cours d'anthropologie, puis même il y a un cours d'histoire du cinéma. Quand c'est Patrick Lebout qui vous le donne, c'est pas du tout le cours ni mieux ni moins bien, mais c'est une autre approche que celle qu'on pourrait avoir à l'université sur l'histoire du cinéma. C'est des approches qui sont beaucoup plus basées sur le point de vue, sur la responsabilité artistique. Donc ça le prend par une autre porte.
Pour aller chez les plus petits, Colette, les petits, ils rêvent, ils vous parlent de comédie, parce que vous donnez des cours de comédie musicale aussi, je crois. Aussi, oui, pas que ça. Mais de cinéma, tout ça, ça fait déjà partie de leur rêve. Ben, les petits, ils ont surtout la danse classique dans la tête. Hein, ils rêvent d'être danseuses étoiles. Ouais. Et puis après, ils grandissent et découvrent d'autres disciplines. On enseigne toutes ces disciplines-là, le classique, le jazz, le contemporain, le hip-hop, les comédies musicales. Et donc, en fonction de leur âge, ils évoluent et ils découvrent des disciplines différentes. Et certains pratiquent toutes les disciplines et ont une formation vraiment complète. Quand on vient à votre école Corréard et qu'on est petit, c'est les parents qui vous amènent. C'est pas le petit ou la petite qui choisit, globalement. Je pense que nous avons les deux. Nous avons des enfants qui veulent vraiment danser, qui sont vraiment déterminés. Et puis certainement des parents qui essayent d'aiguiller leurs enfants dans leurs activités en fonction de la personnalité de l'enfant, mais beaucoup sont demandeurs. Ouais. Parce qu'il y a ça chez vous, non? J'ai l'impression... Je vois ce que dit Colette. Exactement, on a des enfants qui sont très motivés pour venir à l'académie. Parfois, il y a des parents qui pensent que c'est plutôt du parascolaire, un peu gardiennage. Et donc, du coup, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas toujours très motivés et qui se rendent compte qu'après quelques mois, il faut quand même un peu travailler son instrument et que c'est compliqué, en fait. Parce que ça demande un investissement assez important. Donc, bien sûr, vous parlez de violon là, qui était tendance, oui, bien sûr. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, non. Et il faut qu'on prévienne les enfants que ça demande vraiment une rigueur et un investissement strict, en fait. Ouais. En même temps, c'est un choix, c'est pas obligatoire chez vous, enfin chez personne, même chez vous non plus. Donc il y a pas... séquestre personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'enseignement classique, les primaires, les secondaires, ça peut être entre guillemets parfois barbant pour certains. On n'est plus dans l'obligatoire, ça c'est sûr. Comment? On n'est pas dans l'obligatoire. Voilà. Donc on a des élèves motivés, j'ai l'impression, non? Très motivés. Très motivés. Les cours se terminent à 21h10. Je sors de l'école à 21h30, 40. Sur les genoux? Oui, sur les genoux, parce que les enseignants continuent et les élèves en demandent. On termine des fois les cours sur la rue. Il faut fermer le bâtiment à un moment ou l'autre. Parce que ça papote. Continuer à discuter. C'est pas une stratégie pédagogique, ça pourrait. Hein, ça pourrait. Nous, on a des cours d'intervention dans l'espace urbain, effectivement. Ah oui. Donc, non, ils sont très motivés. Les profs sont motivés aussi, j'ai l'impression, non? Ouais. Colette aussi, vous êtes prof de danse, vous? Ah oui, je suis prof aussi. Vous avez cours, là, je suis très motivée et j'ai une équipe très motivée, sinon ils ne rentrent pas dans mon école. Ouais. Quand on est directeur, c'est bien d'être prof aussi ou c'est vraiment des mondes séparés? Bon, évidemment, c'est différent puisque c'est des grandes écoles, donc il y a toute une gestion. Vous n'êtes pas prof, Manon? Moi, je l'étais, je suis rentrée comme enseignante dans l'école. D'accord. Prof de? Et ça m'a production, côté théâtre, mais ça m'a beaucoup appris d'avoir fait ce parcours. Par contre, personnellement, j'aurais pas voulu rester professeur. Pourquoi? Parce que la taille de l'école me semble pas... C'est pas une si grande école, on a 340 étudiants. Donc bon, à la 5e année, on connaît un peu les prénoms de tout le monde. En tout cas, on les situe. Et j'aurais trouvé qu'il y aurait un peu confusant pour mes collègues profs comme pour les étudiants d'avoir les deux fonctions. C'est pas assez grand pour avoir un cours comme à l'UNIF. Un recteur peut peut-être garder l'un de votre cours. J'aurais trouvé ça compliqué. Pareil, septembre, vous avez été prof ou vous Moi, êtes j'ai prof? enseigné pendant 6 ans dans différentes écoles supérieures d'art. Ouais. J'ai une formation d'historienne de l'art à la base, mais j'ai aussi une pratique de critique d'art, de curatrice d'exposition. Et donc, ce que j'aimais particulièrement, c'était être dans l'atelier avec les étudiants. Ouais, c'est ça. Et ne pas rester dans votre bureau tout au dernier étage, quoi. Mais la relation à l'étudiant est hyper enrichissante. Enfin, elle nourrit beaucoup. Pourquoi? Et je suis contente d'avoir fait ce parcours avant d'être arrivée à la direction d'une école. Ouais. Parce que c'est riche, enfin, les discussions sont riches, de suivre des jeunes qui s'épanouissent au fur et à mesure du temps et qui se découvrent aussi, parce qu'il y a quand même une relation à l'identité aussi qui est assez forte. C'est vrai que le temps, c'est important, parce que par exemple à l'académie aussi, vous les avez, vous les voyez arriver, je sais pas moi, fin de primaire, et puis ils grandissent avec vous aussi. Exactement. Moi, comme j'étais enseignant, j'ai eu des enfants qui rentraient à 7 ans et demi, et que j'ai suivi jusqu'après le conservatoire, donc c'était vraiment très enrichissant. Ouais. On s'attache aussi aux élèves? Ah oui, énormément. Ouais. Surtout ceux qui après font de belles carrières dans d'autres domaines ou en musique, donc c'est très enrichissant. Ouais.
Colette aussi, vous les suivez, vos petits élèves, j'allais dire. Absolument, on les voit grandir, c'est un plaisir immense, on voit des personnalités naître, on est parfois surpris de voir des enfants jeunes avec une telle personnalité, et qui changent avec l'âge, avec les rencontres. Parce qu'ils arrivent dans l'adolescence, etc. Voilà, et puis on les suit aussi quand ceux qui veulent devenir professionnels, mais qui y arrivent, on suit leur carrière. J'ai déjà pris l'avion pour aller voir danser des anciennes élèves. Enfin, c'est un grand plaisir de les suivre et de les aider aussi, parce que la danse, c'est quand même quelque chose qui peut... On a vu après le Covid combien les élèves... vous savez, nous, on a ouvert dans nos parkings à un moment donné pour pouvoir donner cours, et c'était la folie, tellement ils avaient besoin de danser. Ah bah oui. Parce que c'est vraiment une discipline qui permet vraiment de sortir plein de choses sans rien dire avec la parole. Oui, oui. Et pour les adolescents, c'est vraiment une discipline extraordinaire. Et quand on a vu l'engouement après le Covid, on se dit, allez, on fait un chouette métier. Tant que j'y suis, tiens, sur ce sujet, est-ce qu'on gère le doute? Parce que quand on est dans des métiers ou des évolutions comme ça de créateurs et de créatrices, le doute doit arriver, doit habiter ces jeunes gens. Comment on gère ça, Marc? Mais c'est-à-dire que nous, on a beaucoup d'accompagnement, donc on a des cours de guidance et autres qui permettent de les suivre. Ouais. Donc dès qu'ils rentrent dans l'école, ils ont une entrevue avec un coordonnateur de section qui va les suivre tout leur parcours, pour leur permettre justement de rectifier parfois leurs inquiétudes, leurs doutes, pour essayer de vraiment les amener à ce qu'ils veulent faire. Parce que je parle de doute, mais c'est par exemple par rapport aux débouchés. Déjà, les jeunes qui sont dans l'enseignement classique, on se disent, moi j'ai beau avoir mon diplôme, j'aurai pas de boulot. Enfin, l'ambiance est assez noire pour l'instant chez les jeunes. Je sais pas, chez vous, comment vous gérez ça? Il y a une certaine porosité avec le milieu professionnel, parce que déjà nos enseignants et enseignantes sont des professionnels, et donc ils font le lien aussi avec le milieu. Et puis il y a quand même beaucoup de ponts qui se font soit par des partenariats avec donc avec des entreprises par exemple, ou des lieux culturels, des entreprises aussi, des galeries d'art. Par exemple, ça peut arriver. On a un espace d'exposition en interne aussi qui permet de mettre un peu le pied à l'étrier aussi des étudiants et étudiantes. Donc il y a quand même beaucoup de moments qui balisent un peu aussi leur parcours, et qui sont ponctués en fait de moments de relation avec le secteur professionnel. Et qui les amènent à se rassurer un peu peut-être. Ouais. Oui, en tout cas on essaie de les rassurer. Ouais. Chez vous aussi, parce que il y a beaucoup d'étudiants et puis il n'y a pas beaucoup de cinéastes. Je saurais, parce que je me dis, nous, on a érigé dans le projet pédagogique, le doute est érigé en valeur une des valeurs cardinales, effectivement, pour remettre en question. On dit toujours qu'on est une école. Je leur dis beaucoup à la rentrée, on est l'école de l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper tant que vous êtes dans l'école, vous avez le droit de vous planter. Les conséquences, c'est que quelqu'un va vous apprendre à vous relever. Dehors, c'est sûr que ce sera moins facile. L'utilité d'une école d'art, ça peut être ça aussi. C'est d'apprendre et de faire ses premières erreurs, d'explorer. Le doute, ça peut être ça peut être s'autoriser à l'exploration, à l'invention. Tout ne doit pas être résolu. On est face à des générations, je trouve aussi, à qui il faut un peu redonner confiance, mais dans le doute, dans l'inconnu. Il y a quelque chose d'une société qui voudrait tout résoudre avant que rien ne soit advenu. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir, effectivement. Moi, j'ai des collaboratrices dans mon équipe administrative qui ont fait des bacheliers à Saint-Luc, qui ont fait des bacheliers à la Cambre, qui ont fait des masters dans d'autres écoles, et qui arrivent un temps de leur vie ou plus longtemps dans ces fonctions-là, qui continuent à être créatrices ou créateurs dans leur vie. On forme effectivement, je te rejoins complètement, on forme des citoyens. C'est la vocation de l'enseignement supérieur. Qu'il soit artistique ou pas, de haute école ou universitaire, c'est d'avoir effectivement une conscience d'un au-delà à soi. Et dans l'artistique, la particularité que vous êtes votre premier objet d'étude. Votre désir, votre identité artistique, voire votre corps. Parce qu'effectivement, pour la danse, le post-Covid, les étudiants danseurs, les étudiants des cursus théâtre, on a vu la difficulté, ils sont plus âgés. Donc la spontanéité de l'adolescence, elle commence un peu à disparaître. La difficulté à faire se retoucher les corps, c'était très compliqué. Et tout ça sur fond de l'âme MeToo qui arrivait un peu suspendue par le Covid. Il a vraiment fallu inventer des façons de se réapprivoiser. Donc ça les a beaucoup marqués. Mais le doute plutôt comme une boussole que comme... C'est beau ça, on va retenir le doute comme une boussole. Le doute peut-être chez les directeurs et directrices aussi, parce qu'il faut la gérer cette école, on l'a dit, il faut tenir un petit peu les finances aussi. Dieu sait si c'est pas facile maintenant, avec notamment pour tout ce qui est subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va pas trop rentrer dans le détail parce que tout ça est en mouvement. Comment on fait quand on est une école privée justement pour s'en sortir? C'est pas évident. C'est pas évident.
on travaille beaucoup, déjà. Voilà comment on fait. J'ai la chance d'être aidée par mon mari et maintenant aussi mon fils qui s'occupe de tout le côté administratif et financier. D'accord. Ah oui, donc on se débrouille, quoi. Ouais. On se débrouille. Moi, je m'occupe de tout le côté artistique et pédagogique. Donc, ça fonctionne très, très bien comme ça. Mais bon, c'est un travail de fou. C'est aussi un peu... Moi, j'estime... Quand je fais les horaires, par exemple, j'ai l'impression d'être Madame Soleil parce que je ne sais pas qui va venir l'année prochaine. Donc, je fais mes horaires au mois de mai pour la rentrée septembre. Combien d'élèves y aura-t-il de nouveaux ? Qui va continuer, qui va rester. Tandis que dans un cursus, par exemple en humanité, les écoles, ils savent déjà un peu plus combien d'élèves ils auront. Nous, on ne sait pas. Donc, ça, c'est très, très difficile. Donc, on doit miser, on doit engager les professeurs en amont, donc leur promettre un nombre d'heures. Ouais. Y aura-t-il les élèves qui suivront, etc. Donc, tout ça, ce sont des doutes. Mais bon, voilà, ça fait des années. L'école a grandi quand même petit à petit. Elle n'était pas si grande au début. Donc, on apprend et on continue tout le temps à apprendre. Elles ont grandi, vos écoles, et il y en a une qui s'agrandit encore plus, ou même carrément qui se déplace, c'est la vôtre. On va voir tout de suite des images de la future INSAS. C'est beau, ça. Donc là, on est Avenue de la Couronne. Avenue de la Couronne, un nouveau site dans lequel on est rentré progressivement à petits pas depuis septembre 24, où on est presque de plein droit ici en ce début d'année académique, où tous les studios sont presque finis. Et c'est un nouveau site qui est principalement dédié au cursus danse et théâtre, mais aussi avec des incursions régulières pour tous les cursus audiovisuels, la bibliothèque qui va être accueillie là, un grand espace commun. On voit sur les plans, il y a une cour intérieure, enfin voilà. C'est un bel outil de travail qui revient à toute l'école et dédié principalement au théâtre. C'est Agua, Oui, donc projet architectural porté par le bureau d'architectes Agua et rendu possible par ACH, l'entrepreneur. Voilà. Et rendu possible aussi par les finances publiques. Ça a été parce que il fallait tenir le budget. C'était compliqué. Oui, alors c'est une coproduction de 2 directions. C'est mon prédécesseur qui avait entamé les travaux, littéralement, Laurent Grosse. Voilà, donc c'est un projet qu'on porte depuis... Ça fait 20 ans qu'on voulait un nouveau bâtiment. On était dans un ancien Athénée, l'Athénée François Rabelais au cœur d'Ixelles, qui est redevenu... On s'en réjouit, qui est en train de redevenir un Athénée pour le secondaire, mais qui était devenu insalubre. Et voilà, là, ça a mis une quinzaine d'années, l'investissement. Inauguration officielle dans quelques jours. Chez vous, les bâtiments, là, on est place Maurichard, c'est ça ? Tout à fait, à Saint-Gilles. Ça va ou c'est un peu à l'étroit non plus C'est un peu la crise du logement, mais... Oui, à ce moment-là, Pourquoi ? Notre population étudiante a quand même presque doublé, en fait, en 3 ans. Donc, on est autour doublé de pour le même bâtiment. étudiants, oui. Et il y a un master qui est à Recica, qui est un bâtiment de la ville de Bruxelles qui se trouve à Anderlecht, près du canal. Comment on fait ? En fait, on jongle avec les horaires, déjà. Et puis, on a des bâtiments en partage avec Saint-Luc secondaire, avec les ateliers Saint-Luc aussi, qui sont pas très loin. Ils sont juste un peu derrière, c'est ça ? Voilà. Nos auditoires sont rue d'Irlande, donc voilà. De temps en temps, vous allez vous aérer sur la place Maurichard. C'est ça. Les cours de dessin, souvent en plein air. Ah oui, juste avant l'hiver. Où ça va vous êtes un peu à l'étroit aussi, hein. Vous n'êtes pas loin d'ici d'ailleurs. On a 400 étudiants et donc on limite les inscriptions parce qu'on n'arrive pas à les placer tous. Ah oui, à cause du local, quoi. Des locaux, ils sont trop... Ah, ça c'est triste, ouais. Dommage. On a des listes d'attente, mais... Vous ne savez pas casser les murs, c'est impossible. J'essaye. Il faut une bonne massue, évidemment. Je pleure après des caves, après des greniers. Oui. Message à la ville de Bruxelles. Oui, petit message, oui, parce que ça dépend de la ville de Bruxelles, tout à fait. La ville de Bruxelles. Les académies, c'est la ville aussi ? Non, c'est la commune de... Le pouvoir organisateur, et puis au-dessus de nous, il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ça, c'est la fédération, et puis... Et le pouvoir organisateur de la commune. La commune de Boisfort. Ouais. Et ça va à l'école vous êtes Oui, ça va, on positive et on essaie de s'organiser. Ça, quand on dit positif, c'est que ça va moyen. Entre directions, on arrive toujours à trouver des solutions. Bah oui, ça fait des années que vous êtes là quand même. Hein. Oui, bien sûr, oui. Ça, on va fêter les 120 ans. Ah ouais. Vous poussez les bancs et vous sortez les flûtes, quoi, c'est ça ? Oui. Quand le soleil se couche. On rebouge les pianos qui ont été bougés pendant la journée. Ah oui, évidemment. Oui, on est un peu envahissant, hein. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission. Je souhaite à tous les 5 une excellente rentrée, ainsi qu'à vos élèves, parce que la culture, c'est important, c'est essentiel, hein, évidemment. Pour reprendre un mot, une expression qui nous a fait un peu souffrir. Oui. Merci beaucoup pour cette rentrée. Bonne chance aussi pour le nouveau bâtiment. Merci. Bonne chance à tous. Et nous, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.